aujourd'hui. Monsieur Garneret traversa le jardin du casino et s'assit à l'ombre d'un marronnier, à côté d'une vieille dame qui tricotait un boléro. Au sourire qu'elle lui adressa, il souleva son chapeau, puis, s'abritant derrière son journal, il se prit à songer à son rhumatisme, à sa cure, à sa femme, qui prenait le thé à l'intérieur du casino, aux mines du Congo qui avait baissé de 3 points dans la journée d'hier. Son journal tomba sur ses genoux, et il sentit ses paupières s'alourdir. La vieille dame lui sourit avec insistance, et, approchant sa chaise de la sienne, demanda. « Naturellement, mon visage ne vous dit rien. »« Pardonnez-moi, » fit M. Garneret avec une franchise un peu agressive, « mais vraiment... »« Et mon nom ne vous dit rien non plus. Mademoiselle Jurieu-Rabuteau, Sophie Jurieu-Rabuteau. » M. Garneret confessa qu'il n'y était pas du tout. Mademoiselle Sophie posa son tricot et dit avec un soupir. « Ne cherchez pas, vous ne m'avez jamais vue. Je suis celle que vous auriez aimée il y a 45 ans si vous n'aviez pas manqué l'Express à Dijon dans la nuit du 17 au 18 avril. Mais vous avez bien sûr oublié cette mésaventure. »« Je ne l'ai pas oubliée, » s'écria M. Garneret. « Vous pensez, c'est dans le train suivant que j'ai fait la connaissance de celle qui allait devenir ma femme. »« Ah, eh bien, si vous aviez attrapé le premier train, c'était moi qui devenais votre femme. » M. Garneret hocha la tête, accordant que tout était possible. « Voulez-vous savoir comment les choses se seraient passées ?» dit mademoiselle Sophie. « J'étais seule avec maman dans un compartiment de seconde. Vous montez avec vos 2 valises, vous vous installez dans un coin. De temps à autre, vous jetez un coup d'œil vers moi. Il faut dire que j'étais bien jolie, et la taille si fine avec cette tournure qui m'avantageait encore. Au bout d'1 heure, maman se lève pour prendre une grosse valise dans le filet. Vous vous précipitez, et la conversation s'engage. « C'est comme pour ma femme, » remarqua M. Garneret. « Vous parlez avec maman de toutes sortes de choses et gentiment vous me mêlez à la conversation. De temps à autre, nos genoux se frôlent. Mon Dieu, ces premiers frissons. Vous portez l'arrêt bien droite au milieu et une moustache déjà grande pour vos 23 ans et qui frise si gracieuse sur le milieu de la joue. Ah, cette moustache, je la dévore des yeux. » « C'est ce que ma femme me disait aussi une fois mariée, » murmura M. Garneret en passant la main sur son poil blanc. « Maman comprend que vous êtes d'une bonne famille. Elle s'intéresse beaucoup à vous, et moi, est-il besoin de le dire? Je ne rêve déjà plus qu'à d'autres rencontres. Maman vous fait promettre de venir à son prochain vendredi, et vous venez, Victor. Vous venez. Oui, je me rappelle. Pendant 10 minutes, nous sommes ensemble dans un coin du salon. Vous me parlez d'un livre de Paul Bourget. En effet, je me souviens parfaitement. La maison vous a produit une impression plutôt favorable. De bonne, et maman a pris un maître d'hôtel en extra. Vous faites prendre des renseignements sur la situation de papa. Et je dois dire que je reçois toutes les assurances désirables. Mon beau-père n'était pas un aigle, il s'en fallait bien, mais il savait au moins écouter les conseils de mon cousin, le directeur. Il a toujours acheté des valeurs de premier ordre. C'est une justice à lui rendre. De son côté, papa se renseigne aussi. Tout est pour le mieux. Nos 2 familles se rencontrent et se voient régulièrement. Je suis dans la fièvre. L'amour, le trousseau, les 2 douzaines de tout. Et pourtant, quelles alarmes! Le mariage manque de craquer à cause de la dot. Le beau-père était coriace, et chez moi, on ne badinait pas sur ces choses-là. Enfin, tout est arrangé. 100 000 et les espérances. Fiançailles, mariage, les cadeaux, la cérémonie. Votre père s'est assuré un général, et maman apporte un chef de cabinet. Le repas, les toasts, et puis c'est Venise. Venise, soupira M. Garneret. Venise, les canaux. Il regarda mademoiselle Sophie et eut un serrement de cœur. Ce n'était pas la nostalgie de Venise ni de sa jeunesse, mais cette idée que son destin manqué ressemblait de si près au destin accompli. À 20 ans, il s'était cru capable de toutes les aventures, et à 68 ans,
il commençait à soupçonner que son répertoire avait été bien court. Peut-être même n'était-il né que pour cette unique pièce où n'importe quelle Sophie lui eût donné la réplique. Monsieur Garneret, qui s'était parfois laissé aller à regretter le départ de son existence, se sentait maintenant appauvri. Voulant espérer encore, il demanda d'une voix impatiente. « Et après ?»« Après, c'est le retour à Paris. La vie conjugale s'organise. Vous aviez gardé une liaison. »« Ah, oui, Lucienne. Je l'ai liquidée 6 mois après notre mariage. Parce que je l'ai exigée. Mais quel coup, quelle désillusion pour moi. Je vous aimais si tendrement, si jalousement. »« Ouais, bien sûr. Mais enfin, ce n'était pas extraordinaire. »« Ingrat, » soupira mademoiselle Sophie en lui donnant sur les doigts un coup de son aiguille à tricoter. Hélas, d'autres tourments m'étaient réservés. Il y a eu la jeune femme de votre secrétaire. Il y a eu la fille du vieil employé, une petite brune que vous installez dans un appartement de la rue Saint-Lazare, à côté de votre bureau. Que voulez-vous? Les hommes sont ainsi. Ils aiment bien faire plaisir à tout le monde. Taisez-vous, c'est affreux. Toutes ces maîtresses et moi qui souffre en silence. Le miracle est que je puisse tenir ainsi pendant 10 ans. Enfin, je me révolte. Tiens, fit M. Garneret, mais c'est intéressant. Oh, je me révolte sans bruit. Vous ne saurez jamais rien du changement qui s'est opéré en moi. Un soir, vous êtes en Belgique, et votre cousin, Ernest, le capitaine aux gardes républicains, vient à la maison. Il me voit toute mélancolique, nerveuse, oppressée. Il me prend la main, je pleure contre son épaule, il me serre sur sa tunique, je sens sa moustache sur ma joue. J'ai la tête en feu, je lui dis « Ah, Ernest !» Il m'emporte. La vieille demoiselle avait repris son ouvrage et tricotait avec des gestes saccadés en s'agitant sur sa chaise. Monsieur Garneret sentait lui monter au visage le sang de la congestion. Il aurait voulu parler, se débattre. Sa gorge était nouée. Mademoiselle Sophie s'exaltait. « Je vais chez lui presque tous les jours. Comme je suis heureuse et qu'il est beau, mon capitaine. Ses épaules, ce regard et ses façons militaires, j'en suis folle. Dans ses bras, je deviens un démon. Je ne me reconnais plus. Un vrai démon, je vous dis. Et jamais je n'ai été aussi belle. Vous-même me le faites remarquer. Quel plaisir de se venger ainsi, à votre insu, de toutes vos trahisons. Mais tout a une fin. Le capitaine s'en va à d'autres amours. De mon côté, je connais Lucien. Quelle charmante jeunesse! Et puis, c'est un cornet à piston des concerts-colonnes, un être velouté qui se plaît à me torturer. 2 autres aventures de moins d'importance me conduisent à la quarantaine. Mais je n'ai plus autant d'ardeur à me venger. Le mensonge et ses complications commencent à me peser. J'apprécie de plus en plus l'existence commode. Je m'occupe de bonnes œuvres et j'ai besoin de toute ma dignité. Au fond, je vous ai gardé malgré tout une solide affection. » Les coudes sur les genoux et le visage dans ses 2 mains, M. Garneret entendait confusément mademoiselle Sophie qui poursuivait d'une voix apaisée. « J'ai oublié vos petites trahisons comme j'ai oublié les miennes. Est-ce que je vous ai dit que nous avons une fille ? Elle s'est mariée avec un jeune homme de bonne famille qui a fait son chemin. Ils ont 2 enfants. L'aîné vient d'être reçu brillamment à Polytechnique. Et nous vieillissons heureux et unis en évoquant les étapes de notre bonheur. Vous surveillez les cours de la bourse pendant que je tricote pour mes pauvres. Et voilà la vie. » « Voilà la vie, » répéta M. Garneret après un très long silence. Avec fatigue, il releva la tête. Du tricot aux aiguilles agiles, son regard monta au long d'un corsage de soie noire, et il eut la surprise de découvrir le visage de sa femme sous un large chapeau de saison. Il jeta un coup d'œil inquiet du côté du jardin. Qui s'éloignait tricotant vers le jet d'eau du rond-point? C'était sans doute la silhouette de mademoiselle Sophie. «
J'arrive du casino en nage, dit madame Garneret. Il fait là-dedans une chaleur. Mais sais-tu que j'ai des renseignements sur les pauvres que j'ai vus hier? Ils ne me paraissaient pas très bien. Je crois que je garderai mon chandail pour notre œuvre de la petite médaille. Je sais bien que, d'un autre côté, l'article chandail est toujours d'un meilleur rendement en province qu'à Paris. C'est effrayant ce que les uniprix peuvent nous faire de tort. Il faudra que j'avise avant la campagne d'hiver. Tu as fini ton journal? Oui, les mines du Congo ont perdu 3 points. À propos, j'ai des éclaircissements sur les gens de la chambre 15. J'avais deviné juste un faux couple. Mais qu'est-ce que tu as? Tu me regardes drôlement. Non, rien. Est-ce que ce ne serait pas ce bœuf en sauce qu'on nous a servi à midi? Oui, c'est sûrement le bœuf, dit M. Garneret. Il s'éventa avec son chapeau et ajouta: En tout cas, pour les mines du Congo, il me reste une assez belle marge. J'ai acheté à 272.